Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café. Juste avant de lancer l'épisode, je vous donne quelques éléments de contexte. Il s'agit d'un dossier qui vous permet de beaucoup mieux comprendre comment fonctionne Stable Diffusion, cet outil qui permet de générer des images par intelligence artificielle, cet outil de myriage, comme on aime les appeler. Et l'épisode est didactique, il y a une partie plus accessible, une partie un petit peu plus complexe, comme ça avait été le cas pour le dossier qu'avait préparé Guillaume Poggiaspala au sujet des modèles de langage que vous pouvez faire tourner en local dans votre machine. Et le dossier est quand même assez conséquent. Il y en a pour un petit moment. Du coup, on a décidé avec Guillaume de vous le découper en deux parties. Donc là, ce que vous entendez, c'est la première partie. Si vous êtes abonné sur Patreon, vous avez l'épisode complet en une fois. Et si jamais vous écoutez Tech Café sur le flux, j'allais dire grand public du podcast, vous avez donc là la première partie. Et il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir la seconde partie qui correspondra en gros à la partie un petit peu plus évoluée, un petit peu plus avancée. J'espère que ça va vous intéresser. Je vous assure que c'est assez captivant de voir comment ça marche et surtout de voir que finalement ces outils sont hyper accessibles pour les faire tourner en local. Il suffit parfois de pas grand chose. Voilà, je vous laisse à l'épisode. Profitez bien et à très vite. Ciao à toutes et à tous. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, dans votre supplément de Tech Café. Donc c'est pas un épisode autour de l'actualité hebdomadaire. Si jamais vous vouliez écouter l'essentiel de la veille autour des nouvelles technologies, il fallait écouter le précédent épisode. Vous pouvez remonter d'un épisode dans le flux du podcast et vous aurez entre autres toutes les annonces de Google sur le domaine du matériel. Aujourd'hui, on va vous parler de myriage et plus spécifiquement de Stable Diffusion, qui est souvent un générateur d'images par intelligence artificielle qu'on cite parce qu'on le connaît un peu de nom, mais qui est évidemment moins emblématique que les grands noms de style DALL-E par exemple, ou que Midjourney. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de retrouver celui qui a préparé l'ensemble de ce dossier, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, et moi c'est un peu l'inverse, c'est Stable Diffusion d'abord et, et les autres après. Oui, mais c'est vrai, tu as raison. T'as raison, hein, c'est vrai que DALL-E est très très populaire, DALL-E est très populaire et Midjourney aussi, c'est vraiment très populaire. Donc, mais bon, justement, hein, eux, ils sont dans le cloud. Effectivement. Bon, c'est vrai que ça fait partie des premiers noms que tu avais évoqués dès qu'on avait commencé à parler de l'arrivée de Midjourney, qui moi m'avait beaucoup marqué à l'été 2022, si je dis pas de bêtises, donc l'an dernier. Un petit mot d'introduction avant qu'on parle très concrètement de ce dossier, qui va ressembler dans son approche à ce qu'avait expliqué Guillaume Poggiaspala autour de la promesse de faire tourner votre propre chat GPT en local. Là aussi, remontez de quelques épisodes dans le flux du podcast et vous aurez ce super dossier qui était hyper pratique avec 3 niveaux d'approche. Là, vous aurez à nouveau 3 niveaux d'approche autour de Stable Diffusion. Ça s'avère passionnant. Quelques mots donc, juste pour vous dire déjà, première chose, c'est que ma voix est toujours un petit peu abîmée parce que ceux et celles qui connaissent un petit peu nos secrets de tournage savent qu'on enregistre à la fois l'épisode hebdomadaire et l'épisode supplément le même soir, et donc que mes problèmes de léger rhume et de gorge altérée sont toujours là forcément. Je les ai pas soignés en quelques minutes. Je me suis équipé de substances magiques qui vont m'aider pour cet épisode et pour tenir le choc. Et puis je me dois aussi de souligner une nouvelle fois les personnes qui ont accepté de nous soutenir ou de renouveler leur soutien. C'est Nicolas R, Jolan, Tomissus et Romain Leclerc qui sont passés sur patreon.com/techcafé et qui ont trouvé que le podcast est suffisamment précieux, utile et divertissant pour faire de ce podcast, de notre côté, c'est une vraie passion, mais ils veulent en faire aussi une forme de travail en nous offrant en échange une rémunération. Si vous voulez faire comme eux, c'est sur patreon.com/techcafé et en échange de ce financement, de cette participation, vous profitez du podcast sans la pub avec le chapitrage time-codé des épisodes, ce qui est assez pratique pour sauter des rubriques ou retrouver un contenu que vous pourriez avoir envie de réécouter. Déposez aussi vos avis sur Apple Podcasts, Podcast Addict ou des étoiles sur Spotify et rendez-vous sur Discord pour discuter entre vous et avec nous sur techcafé.fr/Discord, sans autre forme de procès. Guillaume, on attaque avec le niveau bébé de ton dossier pour Stable Diffusion. Dis-nous tout. Oui, écoute, on a fait un épisode sur les modèles de langage en local, donc c'était aussi assez naturel d'en faire un sur la génération d'images en local. Hein.
Donc on va consacrer un épisode à Stable Diffusion, donc comment installer sur le PC, en local, sur sa machine, ce générateur d'images open source. Enfin, ces générateurs même, puisqu'il y en a plusieurs, on va voir ça. Donc comme pour les modèles de langage, les IA génératrices d'images demandent pas mal de puissance, si on veut une génération rapide. Il y a désormais des quantités de solutions pour les exécuter en ligne, évidemment. On n'a pas évoqué Midjourney, on a aussi Leonardo, on a aussi MageSpace, qui fait tourner Stable Diffusion dans le cloud, j'en passe. DALL-E 3 vient de sortir, et il est incontestablement incroyable, autant par la qualité de génération que par la compréhension du prompt. Vous pouvez lui demander des trucs ultra précis et complexes, et il le fera bien mieux même que la dernière version de Stable Diffusion, et en plus, via Bing, DALL-E 3 est gratuit. Il va y avoir vraisemblablement aussi d'ailleurs des générations directement dans Paint sous Windows 11. En local, vous pouvez avoir une qualité de génération qui va rivaliser avec celle de Midjourney, mais ça sera plus complexe à faire, puis bon, au niveau précision du prompt, ce sera pas DALL-E 3. Du coup, on peut se demander, mais finalement, pourquoi est-ce que le faire sur son PC en local, pourquoi se donner la peine? Les raisons sont un peu les mêmes que pour les LLM, Déjà, le fun, évidemment, et aussi le contrôle. En local, on maîtrise tout, on a accès à tout un tas de modèles différents, complètement débridés, une foule de possibilités totalement gratuites, quelle que soit la taille ou le modèle que vous choisissez, c'est pas du tout le cas dans la plupart des services en ligne. Et bien sûr, c'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur la structure et le fonctionnement interne de Stable Diffusion, et donc finalement de tous les modèles qui fonctionnent un petit peu sur le même principe, et actuellement, c'est à peu près tous les générateurs d'images tout court. Donc on va faire comme la dernière fois, on va diviser l'épisode en 3 niveaux de difficulté, entre guillemets, si on veut. En fait, c'est 3 niveaux de profondeur peut-être, qui correspondent à des logiciels différents aussi, qui pourront convenir à des usages différents, à des productions différentes, et puis voilà, à des profils d'utilisateurs différents. Alors, toujours comme la dernière fois, on va aussi devoir au cours de l'épisode introduire pas mal de termes, de notions qui sont pas toujours évidentes, mais qu'il va falloir connaître pour comprendre comment utiliser les logiciels au mieux, ça dépend des logiciels, voir comment les utiliser tout court. Par exemple, quand on parle de Comfy UI, il faut connaître au minimum la structure du modèle pour comprendre comment ça marche. Mais avant ça, on va commencer, évidemment, par une introduction très simple, et de logiciels aussi faciles d'utilisation. Donc, Stable Diffusion, alors je sais que je pense que tous les auditeurs savent déjà à peu près comment ça marche à la base, mais qu'est-ce que c'est évidemment, au cas où, c'est un ensemble en fait de modèles de deep learning, il y en a plusieurs finalement qui fonctionnent ensemble, qu'on utilise pour générer des images de très haute qualité à partir d'une simple description de texte. On appelle ça un prompt pour Stable Diffusion, il est limité à quelques mots seulement, 75 tokens pour être précis. Donc la notion de token ici c'est exactement la même que pour les modèles de langage qu'on a décrite donc dans l'épisode précédent, et c'est logique, parce que Stable Diffusion, justement, il intègre un modèle de langage qui s'appelle CLIP, et CLIP c'est un modèle de langage particulier. Alors CLIP ça veut dire Contrastive Language Image Pre-Training. Donc la partie importante dans ce sigle, c'est langage-image. C'est-à-dire que c'est lui qui va traduire le prompt en une contrainte sur les images qui vont être générées. Stable Diffusion s'appelle comme ça parce qu'il utilise ce qu'on appelle un processus de diffusion, ou plutôt de diffusion inversée, finalement, pour créer des images. La diffusion, parce que la diffusion, en fait, c'est un processus qui détruit l'information. C'est un processus qui met du désordre. Typiquement, quand vous mettez une goutte de lait dans votre café, la goutte de lait, elle est à peu près sphérique quand elle tombe dans votre café, puis après elle se diffuse. Et rapidement, il y a du lait dans tout le café. Et il n'y a plus la forme de la sphère, elle est complètement diluée. Donc cette idée de détruire l'information dans le contexte d'une image, ça pourrait être de lui rajouter du bruit, de la salir. Donc on peut le faire de manière progressive, on met une petite couche de bruit, puis encore une autre, et progressivement, l'image va devenir de plus en plus sale, de plus en plus bruitée, de sorte qu'à la fin, il n'y aura plus que du bruit. L'information de l'image a été détruite. Alors quel rapport avec la génération d'images ? Justement, ça fait l'inverse. C'est ce processus-là, finalement, de rajouter du bruit, très étonnamment, il est inversible. Et c'est possible parce que, justement, on le fait de manière très progressive. On rajoute un tout petit peu de bruit à chaque fois, et c'est pour ça que ça devient inversible. Rapidement, on va donc... on va le dire rapidement, on va donc entraîner un réseau de neurones à débruiter une image. Donc on va lui montrer des images propres, puis des images crades, avec divers niveaux de bruit, divers niveaux de salissure, divers niveaux de bruit. Et l'idée géniale, c'est la suivante. Un réseau comme ça, il pourra du coup nettoyer une image de chaton qui a été salie par du bruit aléatoire. Ça, ok, tu vois, donc ça c'est vraiment déjà assez génial. Mais qu'est-ce qui se passerait si je lui présentais une image parfaitement aléatoire ? Bon, qui ne contient aucune information du tout. Donc ok, si on lui présente une image de chaton avec du bruit, il va virer le bruit. Mais si on lui présente rien, si on ne lui présente aucune information, il va halluciner, tout simplement. Il va reconstruire des détails qu'il pense être là, qu'il imagine. Alors bien sûr, a priori, si on le laisse en freestyle, il va produire une image au hasard, tout simplement. Et c'est là que Clip intervient.
Parce que Clip va donner une condition, un conditionnement, une direction, si on veut, vers laquelle aller et qui va permettre au réseau d'halluciner ce qu'on va lui demander d'halluciner. Donc le processus de génération, il va être itératif. C'est pour ça qu'il y a dans tous les logiciels un nombre d'itérations, et le nombre de pas nécessaires va dépendre de l'efficacité de l'algorithme qui va s'occuper de pousser le réseau qui débruite dans la bonne direction, dans la direction du prompt. C'est ce qu'on appelle le sampler, en fait. C'est ça le logiciel, on appelle le sampler, le logiciel qui fait ça. C'est-à-dire qui s'occupe de débruiter en fonction de la condition qui est donnée par Clip. En fait, des samplers, il y en a des dizaines. Et on en fera une classification un petit peu plus tard. Alors, ça, c'est la base. Mais bon, ça suffit pour commencer, en fait. Bien entendu, on peut d'ores et déjà rentrer un petit peu dans le concret et installer donc une version de Stable Diffusion et s'amuser avec. Alors, une version, parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Alors, je ne sais pas si on avait... Je fais une petite parenthèse, oui, Guillaume, juste pour dire que sur cette mécanique de bruitage et de débruitage, il y a vraiment une vidéo que j'aime bien citer à chaque fois, qui rend tout ça aussi, du coup, par définition, pour une vidéo, c'est beaucoup plus facile. Ils ont des cheat codes pour expliquer tout ça, beaucoup plus visuel. C'est une vidéo de Science Étonnante qui explique assez bien cette mécanique de bruitage. Je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs, cette vidéo, j'en parle parfois, je la cite dans Tech Café, mais il explique vraiment comment fonctionne ce que tu as décrit et cette espèce de bruitage qui est un processus qui est réversible et qui apprend comme ça une machine à imaginer des contenus. Bref, je vous mettrai peut-être le lien dans les notes de l'épisode parce que je trouve que c'est un bon complément, peut-être un peu plus détaillé puis surtout visuel à ce que tu viens de décrire. Mais allons-y sur les premières approches en tout cas de Stable Diffusion. Oui, on va commencer donc tout doucement par déjà dire qu'il existe 3 versions de Stable Diffusion qui sont toujours en usage. Il y a la version 1.5, la version 2.1 et la version XL qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. La version 1.5 est toujours activement utilisée, même si c'est la plus ancienne, parce que c'est elle qui a le plus de modèles custom, et qui sont parfois d'ailleurs d'une qualité remarquable, et c'est aussi la plus légère. Et elle tourne bien sur des configurations assez modestes. Le modèle fait 2 gigaoctets, entre 2 et 4 gigaoctets, et sur de bonnes GPU, la génération est très rapide. Donc la version a été entraînée à produire des images à 512 par 512, et ça c'est très important à retenir, parce que ça veut dire que si vous demandez une taille qui est très différente de ça, ça donnera de très mauvais résultats. Que ça soit beaucoup plus gros ou beaucoup plus petit d'ailleurs. Donc vous pouvez demander un truc qui s'en rapproche un petit peu, du genre, 480 par 768, mais si vous faites du 256 par 256 ou du 1280 par 720, ça va donner en général des trucs affreux. Donc, comment faire pour avoir des images en haute résolution, parce qu'on en voit traîner sur Internet de partout. En gros, il y a 3 techniques principales pour avoir des images en haute résolution qu'on verra un peu plus tard. Pour le moment, donc il y a cette version 1.5, il y a aussi la version 2.1 qui est sortie en novembre 2022, par là, et donc elle change le modèle de langage qui est donc, qui change pas vraiment beaucoup la qualité du modèle de langage, mais qui change sa nature. Mais il est aussi entraîné à sortir des images qui sont un petit peu plus grosses, en 768 par 768. Donc là encore, si vous voulez utiliser la version 2.1, c'est autour de ces tailles-là qu'il faut demander des images, et tous les modèles dérivés, il faudra rester autour de 768 par 768. Donc, Stable Diffusion 2.1 a été assez mal reçu, parce que son dataset d'entraînement a beaucoup changé, il a vraiment pas mal changé, il est beaucoup plus sage, et donc ça lui a été beaucoup reproché. Donc il a un style qui est, disons, très différent, mais il existe quand même des modèles qui ont été fine-tunés, qui sont tout à fait convenables. Et bon, enfin, évidemment, il y a le tout récent Stable Diffusion XL, qui est lui vraiment meilleur. Il sort une résolution nominale de 1024 par 1024, il est aussi capable de beaucoup mieux suivre les prompts, et il produit assez facilement des images de très haute qualité, c'est presque un mid-journey open source. Il existe même en 2 parties, un modèle de base et un modèle qui raffine les détails. Alors il est bien, mais malheureusement, il est aussi 3 fois plus gros que les anciens, et il requiert beaucoup plus de mémoire et de puissance machine. Le modèle de base fait à peu près 7 gigaoctets, le refiner pareil. Donc au total c'est 14 gigaoctets, même s'ils ne sont pas utilisés au même moment. Alors faut pas désespérer, si vous avez 8 gigaoctets de VRAM, le refiner n'est pas indispensable d'ailleurs, le truc qui rajoute les dailles n'est pas indispensable, vous utilisez que le modèle de base et ça donne déjà de très bons résultats. Le modèle de base prend des images qui sont déjà très belles, et puis il existe même plein de modèles qui ont été fine-tunés, qui ont été customisés, qui donnent déjà tellement de détails à la base qu'ils n'ont même pas besoin de refiner du tout. Donc, bonne question, du coup, la question naturelle, c'est sur quoi on peut faire tourner Stable Diffusion ? Bon, alors la réponse est sur n'importe quoi, ou presque. Techniquement parlant, n'importe quelle patate peut faire tourner Stable Diffusion, même sans carte graphique du tout. Il est tout à fait possible de générer des images avec son CPU tout seul, à partir de 8 Go de RAM, tranquille. Par contre, la génération prendra plusieurs minutes. Ouais, ok. Jusqu'à une ou plusieurs heures avec Stable Diffusion XL.
Ça dépend de la taille de l'image que vous générez, aussi bien que du modèle. Donc, techniquement, c'est envisageable. Si vous n'avez pas le choix, à la limite, mais c'est vrai que c'est pas idéal. Si vous avez une carte graphique avec 4 Go de VRAM minimum, vous pouvez l'utiliser pour accélérer tout ça très nettement. Alors par contre, 4 Go, il faut oublier SDXL. Stable Diffusion XL, c'est pas possible. Vous serez limité à du Stable Diffusion 1.5 ou 2.1 grand max, mais vous pouvez commencer à vous amuser. Avec une GeForce 1060 6 Go par exemple, ça marche très bien. Stable Diffusion 1.5, c'est 1.5 et 2.1. On peut même générer plusieurs images à la fois, des images de plus grande taille, en plusieurs passes, comme on verra. SDXL est plus exigeant. Alors, il paraît que ça fonctionne avec 6 Go de RAM, moi j'ai pas pu le tester. J'ai une carte avec 8 Go de VRAM et ça passe sans problème, avec un seul modèle, avec juste le modèle de base. Le modèle de raffinage, il faudra décharger le modèle de base et mettre le modèle de raffinage, donc ça va beaucoup, ça peut, évidemment, si vous avez un disque dur mécanique en plus, ça peut éventuellement rallonger le truc, mais enfin ça reste possible. Donc, en fait, si vous voulez utiliser deux modèles, voilà, il faudra charger, décharger, ça ralentit. Mais bon, avec 8 Go de RAM, vous pouvez vous amuser avec le modèle de base de SDXL, c'est assez rapide, et ça marche très bien. Donc, il vaut mieux avoir... C'est quand même hyper accessible, en fait. Quand tu regardes le matos nécessaire pour faire tourner ça, c'est pas non plus... C'est quand même hyper commun. Par contre, quand tu dis que ça peut être très long, est-ce que tu peux nous donner des ordres d'idées du temps? Tu disais de l'ordre de quelques minutes, c'est ça? Alors, selon les machines, c'est très variable. Justement, en fait, moi j'ai une RTX 2060, sur une 2060 Super avec 8 Go de RAM. Je fais facilement, je fais plus de 5 itérations par seconde, pour une image, je veux dire, avec SD 1.5. Donc ça veut dire que en 4 secondes, j'ai une image. En gros, c'est tranquille, tout à fait raisonnable. avec SD 1.5. Avec Stable Diffusion XDXL, c'est un peu plus long, mais pas tant que ça en fait. Ça fonctionne aussi assez rapidement. Donc si vous avez une bonne carte graphique et que vous arrivez à faire tenir l'intégralité du modèle dans votre RAM vidéo, ça fonctionne très bien et ça va assez vite. Wow. Alors évidemment, si vous avez une 1060, ça sera un peu plus lent. Si vous avez une 1050 Ti, ça sera encore un peu plus lent. Mais à l'inverse, évidemment, si vous avez une 3080, vraiment, ça sera plus rapide, bien entendu. Moi, j'ai typiquement un milieu de gamme, en fait. Donc, il faut effectivement avoir une carte graphique. Et évidemment, si vous avez une bonne carte graphique, ça peut aller assez vite. Alors, le truc, c'est que, moi, j'ai effectivement, en l'occurrence, une carte Nvidia, et c'est vrai qu'encore, pour l'instant, c'est plus simple d'utiliser une carte Nvidia parce que CUDA a une longueur d'avance dans tout ce qui concerne le deep learning, que ce soit en termes d'écosystème ou de fonctionnalité hardware, d'ailleurs. Donc, depuis la génération RTX 2000, on a des Tensor Core, d'ailleurs, à disposition. Donc, les choses changent petit à petit. Donc, l'équivalent AMD de CUDA, c'est ce qui s'appelle ROCm, pour Radeon Open Compute. Alors ROCm, c'était jusqu'à présent réservé aux GPU professionnels, c'était une erreur, et c'est en train de changer. Mais pour le moment, à date, ROCm n'est pas officiellement dispo sous Windows, j'ai l'impression, donc il existe par contre une voie de contournement qu'on commence à voir arriver pour Stable Diffusion en l'occurrence, c'est DirectML. Alors DirectML, c'est une API Microsoft pour le deep learning qui s'appuie sur DirectX 12. Donc en théorie, tout le GPU compatible avec DirectX 12, c'est-à-dire toutes, peuvent être utilisés, avec des niveaux de performance très variables, bien sûr. En plus de ça, les modèles doivent être convertis en Onyx, souvent, donc c'est encore, c'est un autre univers, mais ça commence à se développer, on va dire. Parce que, comme les images, les modèles de deep learning peuvent avoir plein de formats différents. Donc être compressés ou pas, on peut parfois les convertir d'un format à l'autre, et d'ailleurs, en l'occurrence, Onyx, c'est une sorte de passerelle pour ça. Donc un dernier mot en ce qui concerne les GPU Intel, donc il y a un début de support via OpenVINO, c'est encore assez préliminaire. Donc en résumé, donc il vaut mieux avoir une carte graphique pas trop nulle quand même pour pouvoir accéder à Stable Diffusion. Une carte de classe 1060, ça marche très bien, et ça peut déjà vous accélérer bien les choses. Notez qu'outre la quantité de RAM vidéo, c'est mieux d'avoir 16 Go de mémoire centrale, parce que ça permet de faire des allées et venues avec les modèles, et surtout dans la pratique, on n'utilise pas uniquement le modèle de base, on n'utilise pas uniquement le modèle de Stable Diffusion, les modèles de Stable Diffusion. On utilise aussi d'autres réseaux additionnels, comme des upscalers, des control-net, des LoRa, etc., etc. On va tout expliquer, on va expliquer tout ça, ce que c'est tout ça, au fur et à mesure. Alors bien sûr, si vraiment vous n'avez pas le matos, il y a aussi quantité de services en ligne qui permettent d'essayer quand même Stable Diffusion, comme MageSpace, ClipDrop ou Dream Studio, sans compter qu'il est possible aussi de louer une grosse GPU à l'heure dans le cloud, comme sur RunPod par exemple. Les tarifs sont pas forcément si chers. Après, ça peut aussi chiffrer vite si on y passe des heures et des heures par jour. Voilà. Ici, évidemment, on s'interroge sur comment faire pour exécuter Stable Diffusion dans le local, donc gratos. Mis à part l'électricité, bien sûr.
Ce que je retiens quand même, c'est que la puissance de ton matériel ne va pas avoir de conséquences sur la qualité de l'image, mais sur la durée du rendu. Hein. C'est vraiment le gros enseignement quelque part. Ok. Très bien, on continue du coup sur le niveau bébé. Oui, alors donc si on veut débuter vite avec des logiciels simples, bon, moi je pense que j'en ai deux à recommander. Hein. Il y a alors les processeurs de Mac pourront se tourner vers Diffusion B, qui est très simple et qui assure déjà les fonctions de base. Vrai. Text to image, in painting, out painting, image to image, voilà, il existe depuis un petit moment, tu t'en souviens. Les processeurs de PC qui veulent une application tout en un ont le logiciel NMKD Stable Diffusion GUI, donc GUI, qui est gratuit sur itch.io. Alors vous pouvez payer le prix que vous voulez, hein, cependant, donc n'hésitez pas à soutenir l'auteur si vous utilisez et appréciez son logiciel. Il y a même une version avec le modèle en version 1.5 qui est intégré, donc si vous avez rien d'autre, vous prenez directement ça. Là, vous avez un modèle qui est, voilà, tout est clair en main, vous avez un modèle qui est directement utilisable. Alors comme Diffusion B, NMKD a une interface qui est relativement simple, hein. Donc vous avez prompt et prompt négatif. Donc le prompt, c'est ce que vous voulez voir, c'est la description, vous dites ce que vous voulez voir. Le prompt négatif, c'est ce que vous voulez pas voir, tout simplement. Donc si vous voulez pas voir des dessins, vous dites, mettez le prompt négatif, vous mettez dessin, enfin drawing. Alors il faut lui parler en anglais. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais il faut parler en anglais à tous ces modèles, ils comprennent que l'anglais. Donc le prompt négatif, si vous voulez pas voir si vous voulez pas voir un dessin, vous mettez drawings par exemple. Voilà, si vous voulez pas voir plusieurs personnes, vous mettez multiple people, etc., etc. Donc ça c'est le prompt négatif. Après vous avez un réglage qui a toujours aussi, c'est le réglage CFG. Donc c'est marqué CFG, hein, tout simplement. C'est l'intensité avec laquelle on va forcer le modèle à suivre le prompt. Ça peut aller très haut. En général, il faut éviter d'aller très haut. Il faut rester grosso modo entre 4 et 10 max souvent. Mais ça dépend du modèle. Les modèles réagissent pas tous de la même manière au réglage du CFG, donc ça veut dire il faudra vraiment... J'ai pas compris ce que c'était que cette caractéristique, Guillaume. C'est quoi c'est context, c'est context guidance en fait. En fait, c'est la force avec laquelle... comment dire, tu vois, le prompt, c'est une contrainte. C'est une contrainte que Stable Diffusion doit suivre. Cette contrainte, on peut la forcer plus ou moins. C'est-à-dire qu'on peut le laisser plus ou moins libre. Voilà, c'est une sorte de tolérance, exactement, en fait. Hein. Si la CFG est basse, il y a plus de tolérance, c'est-à-dire que l'image générée sera pas forcément super proche du prompt que tu as donné. Elle peut être un petit peu plus... Alors évidemment, c'est aléatoire après, bien entendu. Hein. Donc le modèle a plus de liberté, si tu veux, d'afficher une image qui est moins proche du prompt. Est-ce qu'on peut rapprocher ça dans une certaine mesure à la perplexité, peut-être, que tu décrivais dans les modèles de langage, ou c'est encore trop différent? J'essaie de trouver une analogie qui... Non, pas vraiment. C'est vraiment comme si tu avais... En fait, si tu veux, le modèle, c'est comme ton chien que tu balades en laisse. En gros, hein. Tu l'emmènes ou tu essaies de l'emmener où tu veux. Tu vois, ton chien, il va un peu n'importe où, tu vois. Il va un petit peu où tu veux. Il va un petit peu où il veut aller lui. Il va un petit peu au hasard, tu sais. C'est un chien tout fou. C'est un chiot même. Donc, et toi, t'as une laisse pour l'amener là où tu veux l'amener. Bon, le CFG, en fait, c'est la longueur de la laisse. C'est-à-dire que au plus la laisse est courte, au plus tu le guides de manière forte, tu vois. Au plus la laisse est lâche, au plus il peut se balader un petit peu où il veut. Il a plus de liberté. C'est ça. Ok, c'est très clair, ça marche. Ok, donc de base, NMKD fait aussi, alors il fait du text to image, c'est-à-dire du texte vers image, donc vous écrivez un prompt, il vous prend une image. Il fait aussi du image to image, donc voilà, c'est-à-dire que vous pouvez générer une image à partir du texte et d'une image qui existe déjà. Donc vous chargez une image et puis vous pouvez la modifier avec un prompt de manière plus ou moins intense, donc c'est l'option Load Image. Donc vous n'avez pas besoin de toucher aux autres réglages pour commencer à générer vos premières images, en fait c'est super simple. Vous avez aussi le nombre d'étapes de génération, hein, donc ça c'est un réglage qui est vraiment très important bien entendu, c'est le nombre d'itérations dans le processus de diffusion inverse qu'on a évoqué. Donc intuitivement on peut penser qu'au plus le nombre d'itérations est important, au plus l'image sera belle et détaillée. Et ben c'est pas le cas. Alors, on va prendre un petit moment pour parler des samplers et du sampling en général, parce que c'est évidemment le point cœur, puisqu'en fait le sampler, c'est lui qui fait le calcul, quoi. C'est le logiciel qui fait le calcul, en vrai. Donc évidemment, c'est super important. Alors, le sampler, c'est le logiciel qui génère l'image en utilisant le réseau de neurones chargé de réduire le bruit et le conditionnement de clip. Et il va le faire pas à pas, donc à partir d'une image aléatoire, et il se dirige progressivement vers l'endroit où il y a les images décrites dans le prompt, dans l'espace des images. En fait, cet espace des images, c'est l'espace latent. Pour le moment, on va pas détailler ça, on verra plus tard. Pour les matheux, le processus est analogue à l'intégration d'une équation différentielle, et comme pour une équation standard, il y a plusieurs types de méthodes d'intégration selon qu'on va être plus rapide ou plus précis. Donc il y a beaucoup de samplers différents dans NMKD, il y en aura encore plus dans les logiciels qu'on va évoquer ensuite. Ils ont tous des noms imbitables.
avec des mots qui reviennent et tu sais pas trop d'où ça sort, voilà, et pourtant il y a une logique derrière. Donc on va essayer de comprendre quelle est la logique derrière tous ces noms strictement imbitables dans des samplers. Alors déjà, il y a 2 grandes classes de samplers. Il y a les samplers ancestraux et les samplers standards, pas ancestraux. D'ailleurs, par exemple, on a Euler et Euler ancestral, par exemple. Alors parfois c'est écrit Euler A, ou par exemple c'est écrit DPM2A, machin A, etc. Donc le A, ça veut dire ancestral. La différence fondamentale entre les deux, c'est que les samplers standards ont tendance à converger et que les samplers ancestraux ne convergent pas. Donc avec un sampler ancestral, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on rajoute un petit peu de bruit aléatoire en plus à chaque étape. Donc on débruite, mais on rajoute un petit peu de bruit aléatoire, encore une petite touche. Alors ce qui fait que si on fait 30 étapes, à la 31e, l'image sera assez différente, et à la 32e, elle sera encore plus différente, etc. En fait, on ne stabilise pas sur une image définie. Donc les samplers standards, par contre, eux, ont tendance à converger, c'est-à-dire à se stabiliser sur une image mieux définie. Donc du coup, augmenter le nombre d'itérations avec un sampler ancestral ne donne pas forcément une meilleure image. Ça donne juste des images qui sont différentes à chaque fois. Donc tout sampler peut avoir une version standard et une version ancestrale. Il n'y a pas de problème. Donc, alors, ils les ont pas tous forcément les deux, mais a priori, ils pourraient tous être ancestraux, pourquoi pas. Donc, maintenant qu'on sait ce que c'est les ancestraux, dans la classe des standards, ceux qui donc convergent, on a encore 2 grandes familles. Il y a les samplers qui sont simples, et puis ceux qui sont plus compliqués, on va dire. Donc, typiquement, Euler est un sampler simple. C'est-à-dire qu'il est rapide et qu'il a une précision assez basique. Youn, par exemple, c'est un sampler qui est plus précis, mais qui est beaucoup plus lent. Et LMS, il est censé être plus précis, mais aussi rapide que l'air. Et donc on a des familles comme ça. On a par exemple la famille DPM. Alors DPM, ça veut à chaque fois ça veut dire des trucs. DPM, ça veut dire Diffusion Probabilistic Model Solver. DPM2 par exemple est très précis, c'est une évolution de DPM, et il est 2 fois plus long que l'air. Il s'agit de... Alors en fait, c'est parce qu'il est du second ordre. Et c'est de là que vient le 2 en fait. Donc voilà, c'est... Pour les matheux, encore une fois, c'est comme si on faisait une intégration du premier ordre, du second ordre, avec une équation différentielle. C'est pour ça qu'il y a des versions qui sont DPM++. DPM++, en fait, c'est du DPM, mais plus rapide et plus précis. Donc plus optimisé, c'est pas vraiment du second ordre, mais c'est à la fois rapide et précis. Et ensuite, il y a un truc qui revient souvent, c'est Karras. Alors Karras, c'est pas un sampler du tout. Karras, c'est un gonze, c'est un mec. C'est un chercheur qui s'est focalisé sur le rythme avec lequel on enlève le bruit. Oui, parce que en fait, quand je dis qu'on a un réseau qui débruite l'image, c'est pas tout à fait ça. En fait, on a un réseau de neurones qui prédit le bruit, et le sampler, lui, enlève le bruit qui a été prédit pour la débruiter, l'image. Donc le sampler, le réseau de neurones, en fait, il prédit du bruit. Il débruite pas, c'est le sampler qui s'occupe de débruiter en enlevant le bruit. Donc on enlève, en fait, pas tout le temps la même quantité de bruit, finalement. Parce qu'au début, quand l'image de départ, elle est totalement aléatoire, on va enlever beaucoup de bruit. Alors qu'à la fin, quand l'image, elle commence quand même à se préciser, on va enlever beaucoup moins de bruit. Donc c'est pas aussi simple. Le rythme avec lequel on enlève le bruit, c'est ce qu'on appelle le noise scheduling. C'est-à-dire, c'est le rythme du bruit. Et donc, Monsieur Karras, il a trouvé un rythme optimal pour ça, enfin un rythme très efficace pour ça. C'est la raison pour laquelle on rajoute Karras au nom du sampler. C'est parce qu'en fait, on utilise sa méthode pour le rythme auquel on enlève le bruit. C'est complètement con de prendre un sampler qui est pas Karras, du coup. Alors, moi, je préfère les samplers Karras, clairement. Mais bon, il y a aussi... Si tu me dis que c'est optimal, ce qu'il a trouvé, le type, c'est très efficace. Alors, pas utiliser optimal, peut-être pas complètement, mais en tout cas, c'est très efficace. Peut-être pas dans 100% des cas d'usage, peut-être. Ok, d'accord. Et donc, utiliser Karras, en général, ça fait converger plus vite. Donc, au total, un sampler moderne, comme DPM2+, DPM2++, donc par exemple DPM2++ Karras, ça converge en moins de 20 itérations. Donc on peut avoir une image très convenable même avec 15 itérations. Et même avec Euler finalement, on peut utiliser Karras d'ailleurs avec Euler, alors ça dépend des logiciels, mais il y a des logiciels avec lesquels c'est possible d'avoir Euler Karras. Même Euler Karras, qui est une méthode donc, du premier ordre avec le rythme Karras, ça converge en 20 itérations, c'est bon. Donc après, l'image peut changer encore un peu, donc il faut faire des tests, mais très honnêtement, au-delà de 30 itérations avec un sampler comme DPM2, c'est du placebo. Je pense que ça sert à rien. Ça change peut-être l'image un peu, mais ça ne l'améliore pas. Donc en gros, 20 itérations, ça suffit dans pratiquement tous les cas. Donc économisez-vous du temps et de l'énergie, et de l'électricité, ça sert à rien de faire des très très hauts niveaux d'itération dans la plupart des cas. Alors, c'est un peu... Bon voilà, je sais que c'était un peu compliqué, cette section, mais bon, c'est important parce que tous les logiciels proposent des kilos de samplers. Et donc le mieux, c'est quand même de faire le test de ce qui vous plaît le mieux, tout en prenant le moins de temps. Donc Euler, c'est une très bonne base, finalement, qui peut suffire dans la plupart des cas.
DPM2 Keras, ça converge vite, ça donne des résultats qui sont souvent bons, mais parfois c'est stylistiquement différent. Parfois les sampleurs ont des productions qui sont stylistiquement différentes. C'est pour ça que c'est à tester, et c'est pour ça que la plupart des logiciels conservent quand même un large éventail de sampleurs, parce qu'il y a parfois une différence qualitative entre les sampleurs. Donc quand je dis que tous les logiciels proposent des kilos de réglage, bon, il y en a, c'est vrai et c'est faux. La plupart proposent des kilos, voire même des tonnes de réglages, mais il y en a un qui est minimaliste, et qui est plus particulièrement dédié à SDXL, et qui s'appelle Focus. Alors Focus, c'est Focus avec 3 O. Voilà. Ouais. Et donc lui, il est vraiment orienté vers SDXL, et bon, on va en parler tout simplement parce que, malheureusement, pour l'instant, le logiciel NMKD que j'ai mentionné n'est pas compatible avec SDXL, il est compatible qu'avec les versions 1. quelque chose de Stable Diffusion, donc c'est très bien pour démarrer. Si vous voulez utiliser SDXL, je pense que le plus simple, c'est quand même Focus. Donc c'est bon jusque-là? Ça va pour les sampleurs? Oui, c'est très bien. Oui, je suis déjà en train de regarder l'elfe qui illustre Focus là pour l'instant. Mais oui. Oui, Focus. Alors Focus, c'est peut-être le logiciel le plus simple, vraiment, si on veut pas se casser la tête. Alors, l'installation est très automatisée, donc il va même télécharger SDXL tout seul, ce qui suppose que vous ayez la puissance pour exécuter Stable Diffusion XL. Donc 6 Go strict minimum, mais préférentiellement 8 de VRAM, préférentiellement une carte de type de classe 2060 ou mieux. Donc Focus fait comme beaucoup d'autres interfaces pour Stable Diffusion, il lance un serveur web. Et après vous l'utilisez dans votre navigateur. Alors l'interface est on ne peut plus simple. Vous tapez un prompt, vous cliquez sur générer et ça roule. Voilà. Ah ça j'aime bien ça. Ça c'est bon, hein. Ça c'est bon. Ça va. Ça génère. Enfin bon, évidemment ça va charger le modèle, ça fait un peu de cuisine avant, bon, parce que derrière c'est une usine à gaz, mais bon, en tout cas vous voyez, ça génère. Focus a aussi le bon goût d'être plutôt bien optimisé, très honnêtement. Donc par défaut, Focus ne possède pratiquement aucun réglage. C'est même trop minimaliste à mon goût. Hein. Heureusement, il y a même une option Advanced, donc vous cochez la case Advanced et c'est quand même un petit peu mieux, parce que du coup vous avez accès à l'onglet Style, qui vous propose des dizaines de styles graphiques différents et prédéfinis. Donc vous avez juste à cliquer. Vous voulez photoréaliste, vous cliquez. Vous voulez steampunk, vous cliquez. Fantasy, art déco. Voilà, en 2 clics, vous avez des images qui sont totalement différentes et qui sont presque toujours superbes. Très honnêtement, parce que derrière, justement, dans ces trucs, il y a des prompts optimisés, voilà, pour SDXL, et ça fonctionne très bien. Alors vous avez aussi accès au réglage de la taille. Vous avez un réglage, donc les tailles qui sont à peu près autour de 1024 par 1024 hein, pour le coup pour SDXL. Vous avez un bouton random. Le bouton random, ça fait référence à la graine aléatoire utilisée pour générer le bruit, ce bruit primordial qui servira à créer l'image. Donc ça, donc ce qu'on appelle la random seed, la graine aléatoire, c'est un truc que vous retrouvez absolument partout parce que c'est elle qui vous permet d'être reproductible. Si vous conservez cette graine, le processus est déterministe. Donc si vous mettez la même graine, vous générez toujours la même image. Donc tous les logiciels proposent de changer la graine pour avoir de nouvelles images ou de conserver cette seed pour par exemple itérer sur une image ou pour pouvoir la reproduire plus tard. Donc c'est extrêmement important d'avoir cette notion. Donc à l'idée, bien entendu, la seed, c'est ça qui vous permet de reproduire le truc. Ouais, c'est pour ça que quand on a plusieurs propositions dans les générateurs d'images et qu'il y en a un que tu veux retravailler, en tout cas faire des variantes, j'imagine que c'est typiquement il reprend la même seed de cette image et il la retravaille, c'est ça? Il la régénère. Il peut faire du image to image aussi dessus, ça dépend, mais en fait, effectivement, la seed permet une reproductibilité. Donc si tu veux essayer de reproduire l'image, oui, c'est ça qu'il faut faire. Et si tu veux reproduire l'image avec des réglages différents, par exemple des réglages de CFG différents, des réglages éventuellement des réglages de taille différents, de taille différente, on va y revenir aussi. Mais disons que la seed permet une reproductibilité, et donc c'est très important. Alors, normalement, un prompt plus une seed fixe donne toujours la même image, en supposant que tous les autres réglages soient identiques par ailleurs. Hein. Voilà. Oui, d'accord, ok. Taille, ça donne... CFG, Mais etc. quand tu dis la même image, c'est le même style d'image ou très concrètement la même image? La même image. Un prompt plus une seed fixe plus les mêmes paramètres donneront la même image. Ah ouais. Toujours. Ok. Donc après, évidemment, tu peux faire des variations avec les réglages, et puis après, tu peux faire d'autres trucs. Ça veut dire que c'est un super moyen de compresser les images?
ou pas? Oui, on peut Tu vois ce voir que je ça veux comme dire? ça, oui, c'est sûr. Ah d'accord, ok. Oui, effectivement. Oui. Question sur la taille des images. Tu me disais tout à l'heure Oui. que le format était fixe de 512 par 512, Oui. qu'on pouvait être dans l'approchant, mais qu'en gros, on pouvait pas aller être trop créatif sur les tailles d'images. Est-ce que ça, c'est vrai pour Stable Diffusion en général, sur les différents outils que tu as cités? Parce que je vois que Focus, par exemple, est sur des tailles d'images a priori peut-être assez différentes de ce que j'entreaperçois. Ça peut être un peu différent. Il y a une tolérance, les modèles ont une tolérance. Mais si tu veux, si tu demandes par exemple une image qui fait 2 fois la taille, par exemple, si au lieu de faire, je sais pas, 512 par 512, pour SD 1.5, au lieu de faire 512 par 512, tu fais 1024 par 512, oui, tu auras des résultats dégueulasses. Ça, c'est sûr. D'accord. Et ça, c'est inhérent à Stable Diffusion? C'est inhérent à tous les logiciels de génération d'images, parce qu'en fait, tous les logiciels de génération d'images sont entraînés sur des tailles nominales, des tailles qu'ils voient passer. En fait, il y a... alors, évidemment, ça dépend comment tu entraînes la vraie réponse, c'est que ça dépend comment tu entraînes le modèle. Mais la plupart des modèles sont entraînés sur des tailles d'images qui sont assez stéréotypées, qui sont assez constantes, quoi. Hein. Et donc, ils ne peuvent reproduire que des tailles d'images qui sont relativement constantes. Si on s'en éloigne trop, ils sont trop loin, si tu veux, de leur zone de confort, et en général, ils donnent des conneries. Mais pour être sûr de bien comprendre, est-ce que je peux utiliser Stable Diffusion pour générer des images en 16 neuvième? En gros, sur une taille en pixels approchant. Mais... Ok, d'accord, oui. Oui. Si tu fais, par exemple... je te dis 800 par 480, ça doit faire, c'est du 16 neuvième, ça peut passer, mais ça commence à être limite. Ok, c'est intéressant. J'imagine que, ça laisse imaginer que depuis tout à l'heure, tu vas nous détailler pourquoi il y a cette entre guillemets contrainte, mais peut-être que non, mais cette contrainte, je te dis, c'est un problème d'entraînement. C'est-à-dire que on entraîne Stable Diffusion, on les entraîne sur des images qui sont plus ou moins grosses, hein, tout simplement. Donc SD 1.5, on l'a entraîné sur du 512 par 512, donc il va produire des 512 par 512, alors que justement, SDXL il a été entraîné sur 2024 par 1024, donc il va produire des choses qui sont dans cette taille-là. Très bien, c'est super clair. Ça, c'est le niveau bébé. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter ou est-ce qu'on passe au niveau bambin, comme tu l'as cité? Écoute, on peut passer au niveau bambin, allez, je pense. Bambinon. Oui, tout à fait, Bambinon. tout à fait. Et dans le niveau bambin, niveau un peu supérieur, effectivement, c'est utiliser des modèles qui sont pas les modèles de base. Parce que là, pour l'instant, on s'est dit, on télécharge SD 1.5, on télécharge des DXL, on utilise des modèles de base. Bon, c'est déjà sympa, mais on peut aussi télécharger des modèles qui sont customisés, des modèles fine-tunés. Donc c'est le premier truc hyper important, exactement comme on avait des myriades de variantes de modèles de langage, des modèles qui partaient de Llama. On se souvient par exemple, et qu'on entraînait sur d'autres formats de texte, là, on va avoir une foule de modèles fine-tunés, des modèles personnalisés qui vont changer totalement les générations que vous allez pouvoir faire. Donc on trouve des modèles fine-tunés pour toutes les versions de Stable Diffusion. L'endroit le plus prisé pour les télécharger, c'est civiti.com. Le site est énorme, hein. Ça regroupe des centaines de modèles différents, des milliers d'images générées avec. Le choix est énorme. Il faut faire attention à deux choses. D'une part, la version de Stable Diffusion qui est concernée, donc SD 1.5, SD2 ou SDXL. Et ensuite, le type de fichier auquel on aura affaire. Donc on a deux types principaux. On va parler de deux types principaux. On va parler des checkpoints et des LoRa. Alors un checkpoint, en fait, c'est tout simplement un modèle complet, réentraîné sur un grand nombre de nouvelles images. Donc sur un thème donné, ou plus généraliste, qui le pousse à modifier son style, ou au contraire à mieux reproduire certains sujets, ou certains types de scènes. Donc ce sont des fichiers qui font en général de 2 à 4 gigaoctets pour les versions 1.5 et à environ 6,5 gigaoctets pour SDXL. Donc certains checkpoints sont des mix ou des merges, donc ce sont des fusions de modèles, les poids, par exemple on fait la moyenne des poids de deux modèles. Les LoRa par contre sont des adaptateurs, donc ce ne sont pas des modèles complets du tout. Les LoRa sont des adaptateurs, ce sont des modèles de petite taille qu'on transplante dans un gros modèle pour lui rajouter des styles ou des sujets. Mais ils sont tout petits, et ça c'est très pratique, et on peut en empiler plusieurs sur un modèle de base. Donc les LoRa sont supportés par Focus, ils sont aussi supportés par NMKD d'ailleurs, il y a une profusion de modèles à votre disposition, il y a l'embarras du choix, littéralement. Donc, en termes de modèles complets, il y en a qui sont assez connus, comme Deliberate ou Protogen, ou encore Epic Realism, qui sont donc des fine-tune de Stable Diffusion 1.5, qui donnent de très bons résultats. On peut aussi mentionner évidemment Dream Shaper, qui en version 1.5 et en version SDXL. Dream Shaper SDXL, c'est un peu le Midjourney libre. Enfin, je veux dire, ça se veut être un petit peu le Midjourney libre. Pour le manga, on a tous les modèles de type Anything, V1, V2, V3, V4, voilà, c'est le plus connu.
Et en ce qui concerne donc les modèles, donc il y a des modèles qui n'ont même pas besoin de refiner. Comme j'ai évoqué d'ailleurs que SDXL, donc il y avait un modèle de base, un modèle qui est raffiné, donc modèle pour le raffinage, le refiner. En fait, il y en a qui n'ont même pas besoin de refiner. On peut citer Protovision XL, donc sous-entendu pour SDXL, Dynavision, Night Vision aussi, Night Vision XL. Et pour ces modèles, il faut même pas utiliser de refiner, c'est marqué dessus, donc c'est tranquille. Bon, il y en a plein, je vais en mettre plein, c'est pas la peine, donc j'arrête là, mais il faut noter que la plupart de ces modèles qu'on trouve en ligne, attention, sont non censurés. Donc ils sont tout à fait capables de produire de la nudité, du contenu érotique. C'est signalé, la plupart du temps c'est signalé que les modèles sont pas censurés, que donc vous pouvez générer ce que vous voulez. D'ailleurs, il faut garder à l'esprit que il y a beaucoup de ces modèles qui sont sur CVTI, là, qui sont de toute façon plus ou moins biaisés volontairement. Dans le sens où, alors je sais pas si on peut appeler ça de l'overfitting, mais bon, ils vont avoir tendance à être très enclins à produire des images dans un style donné ou à voir des sujets préférentiels. Donc ce sont des modèles qui sont très bons potentiellement dans leur domaine, mais qui ne sont pas forcément aussi généraux que les modèles de base. Il faut voir aussi qu'ils peuvent perdre de la généralité parce qu'ils peuvent se spécialiser tout simplement, et que c'est pas forcément grave, puisque vous pouvez jongler avec les modèles, évidemment, vous pouvez en avoir plusieurs et les charger quand vous voulez. Donc c'est des modèles qu'il faut tester. Parfois, il y a des modèles que vous pouvez utiliser à contre-emploi, qui donnent des résultats intéressants aussi, c'est intéressant. Et donc, vous pouvez trouver aussi des modèles sur Hugging Face, bien sûr. Alors, sur Hugging Face, vous trouverez des modèles originaux, postés par Runway. Et bon, sur Hugging Face, vous pouvez trouver aussi des modèles... alors, il y a une petite parenthèse que je vais faire, parce que je me suis moi-même posé la question, sur les formats de fichiers. Parce que si on va sur la page de SD1.5, on trouvera deux types de fichiers. On va avoir le V15 pruned et V15 pruned EMA only. Kezako. D'autant que les EMA only font 4 gigaoctets et que les pas EMA only font 7 gigaoctets. Donc, lesquels prendre? Les 7 gigaoctets sont-ils mieux que les 4 gigaoctets? Parce que c'est ça. Je te pose la question. Bah oui. Parce qu'en fait, c'est très confus. C'est très confus et c'est non. Voilà, les 7 gigaoctets ne sont pas mieux que les 4 gigaoctets. Et c'est assez étrange d'ailleurs la confusion qui est autour de ça. En fait, EMA, E-M-A, ça veut dire Exponential Moving Average. Voilà, ça va tout de suite mieux. Quand on a dit ça, je veux dire... beaucoup plus clair. Oui, c'est bon. Bon, on peut passer à la suite. Non, je sais, ça va pas mieux. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que ce sont des moyennes, Exponential Moving Average, donc ça veut dire que ce sont des moyennes. Des moyennes de quoi? Des moyennes des poids, tout simplement. Alors, en général, il peut arriver que quand on arrête l'entraînement d'un modèle de deep learning, le pauvre soit un petit peu sous le coup de l'émotion. Donc il conserve une impression un petit peu plus intense des derniers exemples qu'il a vus, au détriment des autres. Et ça, c'est pas souhaitable. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait une moyenne des poids sur l'ensemble de l'entraînement, en pondérant un peu plus les dernières versions, mais en conservant quand même une trace des anciennes pour éviter ça. Donc tout ça pour dire que les poids EMA, en fait, c'est ceux qu'on utilise tout simplement. Les autres fichiers contiennent des informations qui sont redondantes et qui sont en général inutiles pour l'inférence. Et pas très utile non plus pour l'entraînement d'ailleurs, puisque on peut repartir soit des derniers poids, soit de la moyenne, et ça change pas grand chose, je pense. Bon, bref, prenez les plus petits. Voilà, c'est quand même assez gros comme fichier. C'est aussi pour ça qu'on a inventé les LoRa, parce que c'est beaucoup plus rapide à entraîner. Donc vous pouvez d'ailleurs en faire vous-même. Voilà, vous pouvez faire un LoRa de votre tronche par exemple. C'est une option qui est proposée par NMKD. On reviendra aussi dessus avec d'autres trucs un petit peu plus tard, parce que là on va partir sur des trucs un petit peu plus avancé du coup, et donc on va aussi changer de logiciel pour aller un peu plus loin, et passer probablement à la star absolue des interfaces de Stable Diffusion. Aussi une des plus anciennes, c'est Automatic 1111, Automatic 1111. Donc, est-ce qu'il y a... Je connais pas du tout, moi, perso, je découvre, totalement. Alors, Automatic 1111, en fait, c'est pas le nom de l'interface, c'est le nom de l'utilisateur sur GitHub, en fait. Et il a créé, avec plein d'autres depuis, bien sûr, une des interfaces web les plus utilisées pour Stable Diffusion, un grand classique, donc Automatic 11 Web UI. Automatic, c'est un serveur web, comme Focus, et ça s'utilise dans le navigateur. Donc on peut créer ça veut dire aussi, c'est quand même pratique, parce que ça veut dire qu'on peut créer un serveur de rendu Stable Diffusion chez soi, et y accéder d'où on veut. Vous le mettez sur une machine, et puis après vous y accédez de n'importe où chez vous, et hors de chez vous, et c'est assez simple, il suffit d'activer l'option Listen dans Automatic, et bon, vous avez un serveur Stable Diffusion, comme un grand, que vous pouvez utiliser dans le monde entier. Mais bon, déjà il faut l'installer, parce que c'est une usine à gaz, Stable Diffusion, Automatic 1111, c'est une usine à gaz qui est heureusement en grande partie automatisée. Donc, vous devez quand même installer Python et Git sur votre machine pour lancer le tout. Bon, Git étant utile pour mettre à jour le tout facilement. Alors, Automatic marche aussi bien sous Windows que sous Linux, il n'y a aucun problème, ou même sous WSL.
Donc voilà, il suffit d'installer Python, c'est facile, hein, vous téléchargez Python, vous téléchargez Git, voilà. Il n'y a rien de très très compliqué. Une fois lancé, donc, bon alors voilà, vous lancez le truc, ça va installer des kilos et des kilos de machin, ça va télécharger des milliards de trucs, c'est un bordel intergalactique, mais c'est automatisé. Et une fois que vous avez lancé automatique, il est accessible via le navigateur et présente une interface qui est un peu intimidante parce que voilà, il y a plein de réglages, plein d'onglets, de sous-onglets. Mais l'essentiel est toujours là. Donc au début, voilà, l'essentiel, là, c'est vous avez une fenêtre, vous avez text to image, la fenêtre de base, c'est vous avez une fenêtre avec un champ pour le prompt, un truc pour le prompt négatif, et un gros bouton generate. Puis bon, voilà, vous pouvez démarrer tout de suite comme ça, en fait. Hein, voilà, évidemment, il faut fournir un modèle, parce que il télécharge pas de modèle tout seul, en général. Donc les modèles vont dans le dossier models/stable diffusion, du dossier d'installation, et les images seront sauvegardées dans le dossier output. Après ça, vous pourrez vraiment effectuer des rendus en cliquant sur Generate, ou plus rapide, vous faites Ctrl-Enter, voilà, petit tips, Ctrl-Enter, vous n'avez pas besoin de cliquer, c'est direct. Donc, vous installez le bordel, vous téléchargez votre modèle favori sur CVTI, donc un CKPT, hein, un checkpoint, ou un Safe Tensor, évidemment. Donc, un checkpoint sous CVTI, vous le mettez dans Model Stable Diffusion et roule. Bon. Donc après, évidemment, on va retrouver aussi, bien sûr, les mêmes réglages que pour un MKD, donc le sampler, quel sampler vous voulez, le CFG, le batch size et le batch count. Alors les batch size, c'est combien d'images seront produites en même temps. Donc ça prend plus de mémoire vidéo, mais c'est un tout petit peu plus rapide. Et le batch count, c'est combien seront produites l'une après l'autre. Donc il n'y aura aucun impact sur la mémoire vidéo pour le coup, donc ça veut dire que vous pouvez en faire 25 si vous voulez, on s'en fout. Donc évidemment, voilà, en général, vous faites des itérations, donc vous mettez un prompt, vous en générez 4 et vous voyez laquelle vous plaît. Donc le modèle se choisit en haut, et on constate aussi qu'en haut, on a aussi pas mal d'onglets. On a image to image, donc image to image, extra, train, etc. Alors, on va pas tout détailler ici, mais tout de même, l'idée globale, c'est qu'on crée des images dans l'onglet text to image, et qu'après, on peut les envoyer vers les espaces image to image ou extra via les petites icônes qui sont sous l'espace généré. Et donc, l'idée c'est ça, c'est vous commencez à mettre votre prompt avec votre prompt négatif, vous générez, 12 images, et quand il y en a une qui vous plaît, vous pouvez itérer dessus en envoyant tout ça dans image to image. Dans image to image, vous allez pouvoir mettre un autre prompt pour modifier l'image et itérer dessus. Et après, vous pouvez même changer le sampler, voir un petit peu ce que ça donne comme truc, etc., etc. Et bon, alors, dans l'image to image, quand vous voulez donc modifier une image pour itérer dessus, justement, pour essayer de faire des variations comme ça, vous avez un réglage qui revient souvent, qui est extrêmement important, c'est le denoise strength. Le denoise strength, donc la force de débruitage, c'est à quel point on enlève du bruit. En fait, au plus c'est élevé, au moins l'image d'origine sera préservée, et au plus on aura une nouvelle image. Si vous mettez un denoise strength de 1, vous avez tout simplement une image totalement différente. Voilà. Et si vous mettez 0, il n'y a rien qui bouge. Donc en général, il ne faut pas une trop grande force. Si on veut travailler sur une image pour en conserver l'essentiel et changer un peu les détails, vous mettez un denoise strength qui est tout petit. Enfin, qui est petit, qui est 0,2, 0,3, 0,5 à tester selon les cas. Et donc c'est là aussi que vous aurez donc dans l'image to image des onglets Sketch et InPaint. L'InPainting, c'est la possibilité de changer les détails en les effaçant. Donc vous mettez un masque avec la souris, par exemple, la tête vous plaît pas, personnage, vous avez généré un gonze, et puis sa tête vous plaît pas, vous effacez sa tête, vous mettez un masque sur la tête, et ensuite vous mettez un prompt qui dit, par exemple, tête souriante, et puis vous régénérez, ça régénérera uniquement donc ce que vous avez effacé, en prenant le reste de l'image comme contexte et le prompt, donc ça va normalement vous faire une tête souriante qui va se mettre dedans. Donc ça c'est un truc extrêmement utile, l'InPainting. Donc c'est une génération masquée. Et bon, vous avez plein de trucs comme ça. Alors, je sais qu'automatique, une interface qui est très touffue, qui est pas toujours limpide. Par exemple, pour faire de l'outpainting, c'est-à-dire pour agrandir une image, il faut aller dans Image to Image, il faut chercher le petit onglet Script, et vous sélectionnez donc l'outpainting. Il y a 2 trucs dans l'outpainting, c'est pas complètement évident, mais bon, si vous trouvez qu'il y a déjà trop d'options et de menus, vous avez rien vu. Parce qu'une des grandes forces d'Automatic, c'est la possibilité d'utiliser des extensions. Et il y en a plein, dont certaines sont très importantes, sont même carrément vitales. Hein. Donc on va en installer une qui est super pratique tout de suite, c'est SDXL Style. Et qui va donner en fait des styles directement à cocher comme on avait sous Focus. Donc pour faire ça, il faut aller dans l'onglet extension, dans Available, on cherche les extensions disponibles et on cherche donc Style Selector XL.
un truc comme ça. Et on l'installe dans la foulée. Donc, dans la foulée, d'ailleurs, on va aussi installer un truc qui s'appelle Image Browser, qui permet de rajouter un onglet pour gérer les images produites directement dans l'interface, pour aller les voir, pour aller les éliminer, pour éliminer celles qui vont pas, etc., etc. Donc ensuite, dans l'onglet Installed, on voit, si on a bien installé les trucs qu'il faut, on fait Apply et Restart, et ça roule. Et rien qu'avec ça, et un bon modèle, vous pouvez juste taper un prompt assez simple, et sélectionner le style avec l'extension, qui normalement est apparue comme un onglet supplémentaire dans le text to image, et vous pouvez en fait faire comme sous Focus, c'est-à-dire faire un prompt assez simple, choisir votre style et avoir de très très belles images. Donc ça déjà, ça permet de démarrer, même sans se préoccuper trop de tout ce qu'il y a autour. Par contre, la taille sera toujours voisine de 512 par 512. Ouais. Donc, comment avoir des super belles images en très haute définition qu'on voit partout sur les internets. Alors, j'avais dit qu'il y a globalement 3 grandes possibilités qui peuvent d'ailleurs se combiner pour faire ça. Donc, c'est tout le grand sujet de l'upscaling. Donc, la première possibilité, c'est d'utiliser tout simplement un upscaler externe. Donc, dans l'onglet Extra, par exemple, vous pouvez le faire directement dans l'interface. Donc, vous allez dans Extra, vous choisissez votre upscaler, la taille, que vous voulez générer, ou alors soit la taille, soit x2, x4, soit ce que vous voulez, et puis ça vous agrandit votre image. Alors bien sûr, il y a plein de choix pour l'upscaler, parce que sinon c'est pas marrant. Donc vous avez donc Nearest et Lanczos qui sont à éviter, parce que ce sont des upscalers classiques en général qui donnent pas des résultats géniaux, c'est des trucs assez simples, surtout Nearest, en fait ça fait rien, Nearest ça fait rien du tout, et puisque ça agrandit les pixels, c'est tout, et Lanczos c'est bien meilleur, mais bon, ça donne pas des résultats forcément géniaux par rapport à des scalers IA, et parce que des upscalers IA, vous en avez plusieurs. Vous avez les ESRGAN, vous avez SkuNet et Swinier. Et ils donnent des résultats qui sont qualitativement différents. Donc c'est pour ça qu'il y en a 3, tout simplement, et que on les garde, c'est parce que c'est pas tout à fait la même chose. Il faut tester. Donc la famille ESRGAN, souvent aura tendance à essayer de préserver les petits détails, alors que les R, ESRGAN et SkuNet vont avoir tendance à être un peu plus lisses, en donnant un rendu un petit peu plus peinture presque. Et Swinier, il est un petit peu entre les deux. Donc dans l'onglet Extra, vous avez aussi la possibilité d'utiliser encore d'autres modèles, par exemple GFPGAN et CodeFormer, qui sont là, eux, pour faire des beaux visages. Parce que parfois, les modèles de base, SD 1.5 en particulier, font surtout à 512 par 512, ils font des visages qui sont pas forcément très jolis. Et donc vous avez des modèles qui sont faits pour, faire des beaux visages, tout simplement, pour corriger les visages. Donc c'est moins vrai avec SDXL, mais bon, c'est encore pas mal utilisé. Donc l'upscaling externe, c'est une méthode qui est assez rapide, finalement, qui donne des résultats qui peuvent être satisfaisants si on a des images de départ qui sont pas trop petites. Et pour avoir des images plus grandes, c'est facilement. Si on veut dès le départ générer des images plus grosses, sans tricher en fait avec ce genre de truc, on a 2 moyens. Alors on peut utiliser donc dans Automatic 1111 le IRSFix, le panel IRSFix. IRSFix, en fait, ça peut doubler la dimension d'une image. Enfin, en réalité, ça peut même tripler, quadrupler, mais bon, il vaut mieux juste doubler la dimension d'une image sans problème et sans aucune pixelisation ou artefact. Par contre, ce sera pas exactement la même image. C'est ça qu'il faut voir. Parce qu'en fait, le IRSFix va conserver l'idée générale de l'image de départ, le schéma général d'une image, mais pas les détails. Parce qu'en fait, c'est un algorithme en 2 passes. Donc la première passe va générer une image en dimension 512 par 512, normal. Et la deuxième fait une passe de image to image dans une plus grande dimension. Donc c'est beaucoup plus long à générer, et ça prend d'ailleurs pas mal de RAM vidéo, ça prend plus de RAM vidéo de faire ça. Mais bon, ça fonctionne pas mal. Alors la troisième méthode, elle est J'ai l'impression que ça fait un peu penser au DLSS, mais c'est assez différent finalement. Non, le DLSS, c'est plutôt ESRGAN, SkuNet et compagnie, parce qu'en fait, okay. c'est un modèle qui est beaucoup... DLSS, en fait, c'est un modèle qui doit s'exécuter en temps réel, donc ça veut dire que c'est un modèle de deep learning qui doit être tout petit. Donc c'est un modèle de petite taille, très rapide. Alors que là, on n'a pas l'enjeu d'aller aussi vite que le temps réel. Le IRSFix, c'est vraiment une génération double. C'est-à-dire qu'on génère une fois en petite taille, et qu'on régénère après en grande taille en se basant sur la petite taille, en fait. C'est comme ça qu'on fait. Donc, on a une troisième méthode qui est un petit peu analogue au IRSFix, qui est encore plus puissante, qui consiste à diviser l'image en petits carrés, qui se chevauchent en général, et à refaire une passe de génération sur chaque, puis à réunir toutes ces images ensemble. Comme on refait une passe de génération, il n'y a pas de problème de pixelisation ou d'artefact d'upscaling, il n'y a rien du tout. Et en même temps, puisqu'on travaille sur les petites images les unes après les autres, ça permet d'avoir un upscaling arbitrairement gros. Et ça, même avec une petite GPU, avec peu de RAM, parce que tant que vous avez une GPU avec suffisamment de mémoire pour accueillir la petite case, ça suffit en fait. Donc avec 4 Go de RAM, vous pouvez faire du 8K, on s'en fout. Bon, évidemment, ça prend plus de temps, au plus c'est gros, au plus ça prend du temps,
mais l'image est un petit peu plus stable qu'avec un IRSFix potentiellement, même s'il y a des trucs qui se peuvent apparaître évidemment, hein, et que le modèle peut halluciner, par exemple peut halluciner des visages et tout, faut faire attention au prompt pour ça, mais bon voilà. Tout ça est implémenté via une extension, encore une fois, sur Automatic 1111, c'est ce qui s'appelle Ultimate SD Upscale. Donc comme tout à l'heure, vous l'installez via l'interface et vous redémarrez le tout, et ensuite, voilà, vous voyez rien du tout, parce que l'extension est très bien cachée. En fait, elle est dans l'onglet Image par Image, dans les scripts. Bon. Quand vous le sélectionnez, vous avez encore tout un tas de réglages supplémentaires. Un truc très important, voilà, c'est de ne pas mettre un denoising strength trop important, en règle générale trop haut, parce que sinon ça va tout remplacer. Donc il faut souvent jouer avec ce paramètre pour trouver le bon équilibre, mais bon, en général, autour de 0,5, voire moins, c'est bon. Pour les upscalers, comme souvent, il faut tester, ce qui convient le mieux à l'image que vous êtes en train de faire. Un moyen d'améliorer les choses, c'est d'utiliser un control net, et donc ça nous amène forcément à un sujet qui est extrêmement important, quand on va faire plus précisément des images, et quand on veut faire à Stable Diffusion des choses beaucoup plus précises et beaucoup plus contrôlées, on a des contrôles nets. Donc on peut contraindre encore plus la génération avec des informations supplémentaires, qui peuvent être par exemple la pose d'un personnage, l'ébauche d'un dessin, les contours d'une image, des informations de profondeur, et encore bien plus. Donc ça c'est tout ce qui concerne les contrôles nets. Et les contrôles nets, c'est ça va conclure notre niveau, parce que c'est extrêmement important. Donc, alors, si on veut l'utiliser sous Automatic 1111, on peut commencer par installer l'extension qui va bien, qui s'appelle SD Web UI Control Net, tout simplement, donc on l'installe comme les autres, et elle va rajouter un volet dans les onglets Text to Image et Image to Image. Et quand on déplie le volet Control Net, dans Text to Image par exemple, on voit déjà qu'on peut en utiliser plusieurs. En fait, on peut en utiliser jusqu'à 3 à la fois. Bon, pour l'instant, on peut rien faire parce que tout simplement, on n'en a pas de réseau. Parce que, comme son nom l'indique, un contrôle net, c'est un réseau. C'est un réseau de neurones. Donc, c'est encore un autre modèle de deep learning supplémentaire qui va se greffer sur le modèle principal pour rajouter des contraintes. Et donc, ces contrôles nets, en fait, grosso modo, ils permettent de rajouter des prompts, mais qui seront de diverses natures. Donc, par exemple, la pose des personnages. Donc, ce sont des prompts, mais ce sont des prompts non textuels, en fait, si on veut. Donc, par exemple, la pose des personnages, ou bien des silhouettes, que les objets dans la scène devront suivre. C'est pour ça que le panneau control net, d'ailleurs, on a souvent la place d'une image qui servira de guide. Donc on peut prendre une image guide, par exemple. Donc on va par exemple commencer par un control net qui est très simple, qui s'appelle Scribble. Alors, Scribble, il est rigolo, parce qu'il permet d'uploader un croquis, donc un croquis même tout nul, tu fais un croquis tout nul de par ton lapin. Enfant de 2 ans. Voilà, un croquis tout nul de lapin, et tu laisses Stable Diffusion en faire une image dans le style que tu voudras. Alors bien sûr, il faudra rajouter le prompt pour lui dire quoi faire du croquis, bien entendu, mais bon, tu rajoutes le croquis et le prompt et il te fait une belle image. C'est la promesse. Donc pour ça, il faut télécharger un modèle, évidemment, sur Hugging Face, ou ailleurs où vous le trouvez, mais bon, sur Hugging Face que vous trouverez les contrôles nets de base, je dirais. Enfin, les contrôles nets originaux, donc vous les trouverez chez Liasviel avec c'est au début. De toute façon, les liens sont dans les notes de l'émission. De toute façon, vous trouverez les liens, pas de problème. Donc, il en est aussi fait référence d'ailleurs dans le GitHub des contrôles nets, qui sont aussi en notes. Donc, il n'y a pas de problème. Attention, les contrôles nets sont en version 1.1. Pour SD 1.5, il faut prendre les versions 1.1. Donc, chez lui, vous trouverez plein de fichiers .pth, avec des fichiers YAML aussi, et vous devez télécharger les deux. Donc les fichiers PTH, en fait, c'est le format PyTorch, c'est ça que ça veut dire, PyTorch. Et les fichiers YAML, c'est les fichiers de configuration, tout simplement. Donc nous, on va prendre le control machin scribble.pth et control machin scribble.yaml. C'est un gros fichier, qui fait 1,5 giga. Et une fois qu'on a tout ça, on le met dans le dossier models/controlnet. Ensuite, c'est relativement simple. Plus que ça peut en avoir l'air, d'ailleurs. Donc on a un truc, une zone de déposer image ici, tout simplement. Donc on va mettre notre croquis amélioré. Ensuite, on coche la case Scribble/Sketch, et si tout va bien, dans préprocessor. Et on aura Scribble dans modèle aussi. Donc vous avez préprocessor et modèle. Si c'est pas le cas, il faudra mettre les préprocessors et le modèle qu'il faut. Donc vous avez donc 2 champs, il faut mettre préprocessor Scribble et le modèle Scribble. Donc le préprocesseur, en fait, c'est le préprocesseur. Donc c'est celui qui s'occupe en gros de traiter l'image qu'on fournit. Bon là c'est le croquis, pour le rendre digestible par le modèle de contrôle, qui lui-même se greffe sur le modèle de Stable Diffusion pour orienter la génération. Donc en général, utiliser un control net demande plus de mémoire.
et de calcul, que 100 bien entendu. Néanmoins, l'impact n'est pas énorme, donc si vous utilisez Stable Diffusion 1.5, c'est relativement modeste, ça passe. Dans le cas de Stable Diffusion XL, on peut même utiliser des LoRa de contrôle. Donc les LoRa sont en fait beaucoup plus légers, et on peut s'en sortir avec 700 mégaoctets ou moins. Bon, il y a plein de contrôles nets, évidemment, comme j'ai dit, on va utiliser Scribble, il y en a plein. Donc il y en a plein. Donc vous pouvez fournir une image qui donne la profondeur voulue au niveau de gris de l'image que vous voulez. Si vous voulez par exemple, je sais pas moi, une voiture en avant-plan et des modèles et des montagnes en arrière-plan, ben voilà, vous mettez une image où il y a quelque chose en avant-plan, la silhouette d'une voiture, et après la silhouette d'une montagne très loin, et voilà. Vous avez des contrôles nets de segmentation, vous pouvez délimiter des zones qui devront contenir des objets ou des textures définies. Vous avez les trucs, par exemple, vous avez Cani, qui donc vous donnez en fait des silhouettes avec voilà, vous pouvez vous donner des silhouettes en fait, c'est-à-dire les contours que vous voulez que ça suive, et l'image qui sera générée va suivre les contours que vous avez fournis par exemple. Donc vous avez énormément de trucs, et il y en a un qui est intéressant parce qu'il va permettre de fabriquer les images virales qu'on voit beaucoup, et c'est aussi comme ça que j'ai fabriqué la cover, tout simplement. Alors, il y en a, bon, là j'en ai fait 3, je sais pas laquelle on va choisir, je laisserai, le suspense, faire. Vous verrez une cover et puis il y en aura 2 pour la postérité, peut-être qu'on les mettra sur Discord, tout simplement. Bah, si tu veux, j'aime beaucoup celle dans le style de Miyazaki, personnellement, évidemment. Ah, c'est celle que tu préfères, celle de Miyazaki. Ouais, c'est peut-être pas la plus, enfin, je sais pas, esthétique, je sais pas, mais en tout cas, c'est la plus, je sais pas, marquante, peut-être, je sais pas. Ouais, bon écoute, je te laisse choisir celle qu'il y a, mais bon, effectivement, vous avez voilà, les images de virales qu'on voit passer partout avec les logos qui apparaissent en illusion d'optique dans les images. Donc voilà, dans la cover, effectivement, j'ai pris évidemment le logo de Tech Café qui apparaît comme ça, de manière plus ou moins subtile, dans les images. Et bon, alors comment on fait ça ? En fait, on utilise un control net pour faire ça. Donc ce control net, il s'appelle le QR Code Monster, parce que à l'origine, c'est des gens qui voulaient faire des QR codes qui restaient lisibles, mais qui étaient des images dans lesquelles il y avait des QR codes, même pas vraiment cachés, mais qui étaient intégrés, si tu veux, de manière organique dans l'image, mais qui restait scannable. Et donc, ça a évolué. Donc, QR Code Monster permet effectivement d'intégrer comme ça des logos, des textes, un petit peu ce que vous voulez, dans des images génératives qui sont assez marrantes. Alors, donc, j'ai mis le lien, bien entendu, de ControlNet QR Code Monster. Donc, en gros, lui, comment il fonctionne ? Vous lui fournissez une image du logo en monochrome. Vous choisissez le ControlNet QR Code Monster V20, V2. Vous boostez un petit peu le poids, le control weight, donc le poids qu'a va avoir le control net entre 1.5 et 2, et vous testez tout ça. Avec un bon modèle, un bon prompt et un logo de taille qui est à peu près ajusté comme ça, au type de représentation que vous voulez, vous pouvez créer des images qui sont aussi fascinantes que celles que vous trouvez sur les réseaux sociaux, il y a absolument aucun problème, ça c'est assez simple. Donc, pour finir là-dessus, on peut revenir à notre Ultimate SD Upscale. Donc en plus d'utiliser le script Ultimate SD Upscale, il va falloir donc ouvrir le panneau ControlNet et sélectionner le préprocesseur Tile Resample. Et le ControlNet SD 1.5 Tile. Donc c'est-à-dire qu'il faut le télécharger, bien entendu, évidemment. Ensuite, vous pouvez uploader l'image qu'on veut upscaler. Alors c'est pas forcément nécessaire, mais bon, ça dépend si vous utilisez un truc d'image to image ou une image que vous voulez upscaler par ailleurs. Ensuite, on fait la même chose, donc on choisit son upscaler, donc voilà, favori Sergan par exemple, on donne le facteur de taille qu'on veut, le denoising strength on le met à 0.5, et on va mettre un sampling à 30, un petit peu plus haut, à 30 par exemple, et puis ensuite on vire le prompt, ou alors on met juste que quelques indications de style, pour pas, le pousser à générer des trucs qu'on voudrait pas dans les cases. Après on fait générer et ça roule. Et donc, vous avez une méthode pour faire des upscaling en taille pas complètement arbitraire, à partir de 4 gigaoctets de VRAM. Comme on travaille case par case, donc si on veut une très grosse image, c'est plus long, mais on peut faire du 8K sur une petite carte graphique. Donc voilà, les controlnets sont super importants, il y en a beaucoup. Évidemment, on va pas tout détailler, on a déjà beaucoup détaillé, je pense, mais comme il y a aussi énormément d'extensions sur automatique, il y en a une foultitude, on peut pas évidemment aller vraiment plus loin. D'autant plus que je pense que c'est plus intéressant en fait de passer sur d'autres interfaces. Et voilà ce qui clôt la première partie de ce dossier comme convenu. On vous laisse digérer le sujet. Rendez-vous la semaine prochaine ou dans le prochain épisode supplément pour avoir la suite du dossier. Ciao à toutes et à tous.